Mardi 15 février 2022, dans l'actualité ce jour, célébration de la journée du cancer de l'enfant. À l'occasion de cette célébration, la ministre des Affaires sociales accompagne les actions de sensibilisation et de soutien de quelques associations œuvrant dans ce sens. Le gouvernement du Bénin a décidé de recruter du personnel au sein de l'armée béninoise et de la police pour le compte de l'année 2022. Pour l'opinion, la prolongation des dates du dépôt de dossier serait due à la réticence des jeunes face à ce corps de métier. Et puis en interactualité, le général Abdel Fattah Al-Burhan, chef du Conseil souverain soudanais, a rencontré Moussa Faki, président de la Commission de l'Union africaine, pour aborder les questions politiques du Soudan. Voilà pour le sommaire, le développement dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de préférer Speedline Télévision pour vous informer. Ce mardi 15 février 2022 est célébrée la journée du cancer de l'enfant. À l'occasion de cette célébration édition 2022, la ministre des Affaires sociales accompagne les actions de sensibilisation et de soutien de quelques associations œuvrant dans ce sens. L'objectif est de sortir la population de l'ignorance et de les sensibiliser sur les dangers de ce mal silencieux. Dans nos écoles aujourd'hui, dans nos populations, dans nos maisons, nos enfants mangent avec le sachet plastique. Pour ceux qui ne le savent pas, le sachet plastique est fabriqué avec du pétrole. Je le dis de façon très simple, sans rentrer dans les détails et tout. Le sachet étant fabriqué avec le pétrole, quand il est en contact avec la nourriture, le sachet va transférer à la nourriture son ADN et donc tous ces éléments chimiques à la nourriture. Et petit à petit, quand on mange cette nourriture, au-delà du tort qu'on fait à l'environnement, parce qu'une fois qu'on jette le sachet dans la nature, il va mettre 400 années avant de se dégrader. Mais au-delà de cela, c'est que nous causons du tort à notre santé. Nous avons voulu marquer cet événement du 15 février par rapport au cancer de l'enfant parce que nous, ici au Bénin, nous avons aussi des cas de cancer de l'enfant ici. Nous n'en parlons pas souvent parce qu'on se dit, bon, on peut pas tout faire, mais nos enfants meurent à petit feu du cancer. Et donc, nous avons voulu vraiment réveiller les consciences, dire à nos populations qu'il est urgent d'adopter de bons comportements et il est surtout urgent de ne plus manger dans les sachets plastiques. Vous n'avez juste pas idée de ce que c'est le cancer, surtout dans les derniers jours. Parce que malheureusement, nous sommes dans une société où on a tendance à tout attribuer à la magie, au mystique. Et lorsque les premiers symptômes apparaissent, on se rue vers les guérisseurs traditionnels. On se dit que ce n'est pas naturel et donc que c'est tout sauf l'hôpital. Malheureusement, le temps qu'on se rende compte que les guérisseurs traditionnels ne sont pas forcément la solution, le cancer a atteint la phase de métastase et quelle que soit la mobilisation financière, ça ne sert plus à grand-chose. La deuxième raison, c'est aussi que nous sommes à la veille du mois des droits de la femme et que cette année particulièrement, la thématique est centrée sur la protection de l'environnement et donc fédérer les énergies des femmes pour protéger l'environnement. Les femmes, les mères nourricières, les mères de ces enfants. Donc, c'est pour ces deux raisons que nous soutenons cette initiative et nous félicitons également l'ONG pour cette action. Nous profitons pour inviter les populations à prendre part massivement à l'éco-running qui sera organisé. Et je pense qu'il y a toute une série d'actions, notamment des sensibilisations dans les écoles par rapport aux dangers, à certains dangers qui font partie des causes, des étiologies qui peuvent emmener effectivement à cette grave maladie. Devoir républicain oblige le parti Foscori pour un Bénin émergent réagit suite aux attaques terroristes perpétrées au nord du Bénin. La semaine dernière, le parti salue la mémoire des victimes, reconnaît la pertinence des décisions prises par le gouvernement en conseil extraordinaire des ministres le 10 février dernier et appelle le gouvernement à consulter toutes les forces politiques de la République sur le sujet. Suivons ici un extrait des propos du secrétaire national exécutif du parti, Paul Rompet. Je suis obligé de penser à nos frères qui sont tombés, qui sont en train de mourir
à l'autre bout de notre pays, à cause du djihadisme, nous avons une pensée pieuse pour eux. Et nous voudrons vraiment souhaiter que le gouvernement prenne encore davantage de mesures pour limiter les dégâts. En fait, il s'agit d'une attaque contre le Bénin. Ça nous concerne tous. Et pour faire face à ça, ça ne devrait pas être l'affaire du pouvoir. Ça devrait être l'affaire du pays, de l'ensemble des Béninois. Et pour ce faire, il est nécessaire de consulter l'opposition, d'en discuter avec nous. Nul n'est intelligent tout seul. Peut-être que nous aurons des contributions à apporter. Donc nous invitons le pouvoir à penser l'implication de toutes les couches du pays pour que le combat soit mené à bon escient. Je ne peux pas ne pas penser à nos frères béninois qui sont morts à Savalou du fait de l'extrémisme religieux. À cet effet, je voudrais inviter les collectivités locales à faire vraiment attention à ce qui se passe sur leur territoire. Il serait même bien qu'un recensement se fasse et que nous ayons une idée claire de ce qui conduisent nos différentes églises et les pratiques qui s'y développent. Et puis une autre réaction toujours sur ce sujet, celle donc du parti Les Démocrates. Il invite le gouvernement à respecter ses engagements et appelle les populations à redoubler de vigilance. Écoutons ici Bonaventure Lodjou, il est membre du parti Les Démocrates. Il y a de cela quelques semaines, lorsque les premières attaques ont eu lieu, nous avions sorti un communiqué à travers une activité que nous faisions en ce moment-là, où nous avons souhaité que le gouvernement prenne la situation au sérieux et que le gouvernement dote les forces armées du pays de moyens adéquats pour pouvoir lutter efficacement contre ces djihadistes-là. Moyens financiers, moyens techniques notamment. Nous avions été heureux de savoir que au cours de leur dernier conseil extraordinaire, le gouvernement a compris qu'il faut mettre effectivement des moyens. Au-delà des forces armées qui doivent être équipées, il faut que le gouvernement travaille davantage à associer tous les Béninois. Troisième chose, c'est qu'il ne suffit pas de promettre le matériel. Il faut que le matériel, effectivement, soit acquis et mis à disposition. Et aux populations, de leur dire que ceux qui viennent attaquer ne viennent pas toujours avec des véhicules, de gros véhicules militaires avec des armes dessus. Mais non, ils se transforment en des hommes ordinaires, en des hommes comme vous et moi. Et ils viennent peut-être demander l'hospitalité chez vous, ou bien rester dans un champ, ou bien des trucs du genre. Et puis, leur moment arrivé, et ils se débusquent, et puis ils agissent, et ils vous frappent, et puis ils disparaissent aussi. Donc il faut que la population soit aux aguets, informer aussi à temps les autorités pour que l'action adéquate soit mise en place pour pouvoir les débusquer. Nous sommes dans une situation difficile et dangereuse. Et aujourd'hui, les seuls remparts que nous avons, c'est nos forces de sécurité et de défense. Je voudrais qu'ils soient assurés de la reconnaissance du Parti Les Démocrates. Enfin, plusieurs des victimes déjà ont été déjà amenées à leur dernière demeure. La manière dont ça a été fait, je souhaiterais que ça change, que ça soit corrigé et que prochainement on puisse les accompagner avec tous les honneurs de l'armée et les honneurs de la République.
Je l'annonçais en titre lors de son conseil des ministres du mercredi 22 décembre 2021. Le gouvernement du président Patrice Talon a décidé de recruter du personnel au sein de l'armée béninoise et de la police républicaine pour le compte de l'année 2022. 2000 élèves agents de police et 1500 personnels des forces armées béninoises et 3500 personnels devront, soit donc plutôt 3500 personnels devront être recrutés par le gouvernement du Bénin au terme du processus pour l'opinion publique. La prolongation des dates des dépôts de dossiers serait donc due à la réticence des jeunes face à ce corps de métier. Les impressions de quelques citoyens au micro de Romaric Dossa et Mathieu Soso. Nous sommes dans un contexte de sinistrose, de psychose où avant on ne forçait pas les gens à aller composer. Mais déjà le fait de forcer les gens, de proroger tout le temps le délai, mais les citoyens vont se dire qu'est-ce qu'il veut faire de nous pour une première fois en insistant sur le fait que c'est bon, il faut passer et en prolongeant le délai. Mieux, je l'ai dit tantôt, la corporation aujourd'hui, on voit les difficultés, la misère des agents déjà en uniforme. L'autre chose, c'est qu'il n'y a pas d'adéquation avec les professions, les risques et puis les rémunérations. Quand vous voyez un policier, quand il sert la patrie, il oublie sa famille. Et vous voyez, on ne voit pas l'incidence sur ce qu'il gagne comme revenu. Et quand on prend maintenant le contexte sociopolitique et économique du pays, vous n'êtes pas sans savoir qu'il n'y a pas encore toute la cohésion qu'on souhaite. C'est du moins mon analyse. La réticence des jeunes par rapport au recrutement à la police qui a été lancée par l'État, par le gouvernement, cela devait être normalement une source d'analyse et d'interprétation par le gouvernement. Il doit se poser véritablement de grandes questions. Pourquoi aujourd'hui on a lancé un concours et relancé, prolongé la date plusieurs fois, mais les jeunes ne manifestent pas d'intérêt par rapport à la chose? C'est une grande question. La réticence n'est pas, selon moi, strictement liée à la sévice du terrorisme dans le nord du Bénin. D'ici à là, ces réticences risquent d'être générales par rapport à toute la fonction publique. Ce que je propose, une formation à la base. Commencez par former les jeunes, tel que on fait au football, sport et éducation, sport et sécurité, sport et puis faire revenir l'éveil patriotique, les matières où on parle du patriotisme, quelques notions du patriotisme qu'on inculque à nos enfants dès la base. C'est quelqu'un qui a appris ça, il sait que le jour on dit bon, tout le monde au champ. C'est vrai que tout le monde peut aller au champ, mais l'envie d'aller à la police, ça pourrait prendre un enfant qui a appris que je dois défendre mon territoire, je dois défendre mon pays, je dois préserver mes arrières. Vous voyez la Côte d'Ivoire, comment ça se passe là-bas? Là, les Ivoiriens disent mais on est des queues, on peut se quereller, mais vers la fin on se préfère. C'est dans leur langage, c'est dans leur vocabulaire chaque fois et toutes les fois. Les Ivoiriens, devant les chats comme ça, à l'hôtel Ivoire, j'ai vu des Ivoiriens aller devant les chats. Ça, c'est ça qu'on appelle la fille patriotique. Mais aujourd'hui, est-ce que ça existe chez nous? Je ne pense pas, non. Je ne pense pas que ça existe. Ils voient tout ce qui se passe autour d'eux et qui n'aspirent pas aux bonnes choses. Tout le monde veut les bonnes choses. Si le truc est bien, on ne va pas leur dire quelque chose avant qu'ils ne se manifestent. En temps ici, dans ce pays, nous, on allait même chercher de l'argent, même prêter d'argent pour aller faire les dossiers, aller au concours. Mais ce n'est plus ça. Le djihadiste est celui qui prie avec toi dans la même mosquée. Le djihadiste, c'est celui qui te côtoie matin, midi, soir dans les marchés, dans nos rameaux, dans nos faux coins, etc. Soyez vraiment prudents parce que vous devrez savoir parler où que vous êtes en ce moment parce que le Bénin est véritablement envahi effectivement par les djihadistes, en particulier dans le nord. À tous ceux qui circulent à Tokpa, à tous ceux qui circulent dans nos grands marchés, à tous ceux qui logent dans nos grands hôtels, soyez vraiment prudents. Ils sont désormais partout. Prenez toutes vos dispositions. Et puis parlons d'autres choses dans cette édition, célébration de la Saint-Valentin. Pourquoi célébrons-nous chaque année la Saint-Valentin, grande fête des amoureux pour les uns, événement commercial pour d'autres? La Saint-Valentin n'a
pas précisément d'origine unique et pourrait bien être le fruit des différents facteurs historiques et symboliques qui se sont enchaînés dans le temps. Le monde anglo-saxon restera attaché à la tradition de la Saint-Valentin et qui, dès le 19e siècle, prendra une ampleur mondiale et deviendra le phénomène commercial que l'on connaît désormais. Est-ce que donc obligé de faire un geste à son amant pour célébrer cette fête? Reportage de Nadège Vissin. Plusieurs définitions sont ainsi attribuées à la célébration de la Saint-Valentin. Devenue une tradition, la date du 14 février ne passe plus inaperçue. Des vêtements les plus intimes en passant par les articles romantiques ou sensationnels, rien n'échappe aux amoureux modernes. Même si l'affluence autour des marchés des articles de la Saint-Valentin a baissé un peu, la fête est toujours au rendez-vous chez certains. Célébrer la Saint-Valentin ne nécessite pas alors le déploiement de gros moyens financiers. Un petit geste, un petit clin d'œil à son partenaire ou à son prochain, en tout cas à un être cher, reste le plus important. Et puis hors des frontières béninoises, destination Soudan. Dimanche, le général Abdel Fattah al-Burhan, chef du Conseil souverain soudanais, a rencontré Moussa Faki, président de la Commission de l'Union africaine, pour aborder des questions politiques du Soudan. Reportage. Le chef du Conseil souverain soudanais, le général Abdel Fattah al-Burhan, a rencontré dimanche Moussa Faki, président de la Commission de l'Union africaine. L'objectif de cette entrevue était de discuter des questions politiques du Soudan. Les deux hommes se sont mis d'accord. Tout accord ou initiative soutiendra la stratégie de stabilité en Afrique. Je crois qu'il y a des accords conclus à ces niveaux de l'Union africaine et il n'est pas non plus possible de passer outre l'Amérique et la visite de l'envoyé américain dans la Corne de l'Afrique à cet égard. Bien sûr, tout accord ou initiative soutiendra la stratégie de stabilité en Afrique et cela soutiendra le dialogue qui a été lancé par le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies et a été soutenu par le Conseil souverain. Mais les partis politiques au Soudan, avec leur niveau élevé sur cette question, ont demandé qu'il n'y ait pas de négociation, pas de partenariat, les mettant en confrontation avec la société internationale et même aussi avec le médiateur africain. Le président de la Commission de l'Union africaine rencontrera également les partis d'opposition après que Mohamed El-Feki, ancien dirigeant civil du Soudan, a été arrêté dimanche. Cette interpellation est dénoncée par le camp pro-démocratie qui accuse le pouvoir en place de vouloir réinstaller l'appareil sécuritaire et politique de l'ancien régime. En Tunisie, le président Kais Saied s'octroie plus de pouvoir. À cet effet, les membres de l'association des juges ont tenu une réunion d'urgence ce samedi pour contester la décision du président de dissoudre le Conseil supérieur de la magistrature après quelques mois donc après le coup de force en juillet dernier. Plus de 200 juges et avocats ont manifesté jeudi devant le palais de justice de la capitale tunisienne
après que le président Kais Saied a promis de supprimer un organisme de surveillance judiciaire clé. En grève depuis mercredi, les juges protestent contre la dissolution du Conseil supérieur de la magistrature, annoncée par le président Kais Saied le week-end dernier. Encore une fois, nous appelons le président de la République à renoncer à ces décisions et à protéger la Tunisie d'éventuels dérapages liés à cette orientation dangereuse. Nous voulons défendre les institutions légales, à commencer par le Conseil supérieur. Le président Saied a longtemps accusé le Conseil supérieur de la magistrature de bloquer des enquêtes sous l'influence de son ennemi, le parti Ennahda. Dans un communiqué, l'institution a déclaré qu'elle rejette totalement le recours au décret pour la dissoudre. Maintenant que toutes les alternatives sont probables, évidemment que nous voulons prendre en compte le contexte du pays, que ce soit le contexte social, économique ou le contexte politique particulièrement tendu. Cette réunion va nous permettre de décider des prochaines étapes. Après le coup de force de juillet, cette décision du président Kais Saied fait craindre un nouveau moyen de centraliser la gouvernance du pays. Restons toujours en Tunisie. Des milliers de personnes ont été dans les rues ce dimanche après la décision du président Kais Saied d'étendre son pouvoir dans le système judiciaire. Des milliers de manifestants dans la capitale tunisienne ce dimanche, quelques heures après la création d'un organe temporaire pour remplacer le Conseil supérieur de la magistrature dissous il y a une semaine par le président Kais Saied. Rassemblés pour protester contre les nouvelles mesures du président, ils ont exprimé leurs craintes quant à l'indépendance du système judiciaire. Le décret instituant un conseil supérieur temporaire de la magistrature donne au président le pouvoir de révoquer tout juge manquant à ses devoirs professionnels. Le 25 juillet, on était 6 personnes. Nous sommes maintenant des milliers. Lui, le 25 juillet, il avait beaucoup de monde derrière lui. Maintenant, il est seul. Même avec soi-même, je crois qu'il n'est même pas avec soi-même. Donc, nous sommes fiers de ce peuple-là, de ces militants. Le mouvement démocratique, le mouvement politique et celui de la rue continuent avec les mêmes objectifs, la même démarche. Si nous défendons la République et la démocratie, cela ne peut se faire qu'à travers des mécanismes démocratiques. Si le président s'est positionné contre la volonté de son peuple, alors nous lui rappelons qu'il faut reprendre le processus démocratique. Après la suspension du Parlement élu et le limogeage du gouvernement en juillet, le président a dissous le CMS qu'il accusait de partialité et d'être influencé par le parti Ennahda. La Commission internationale de juristes a indiqué que ce nouveau décret consolide les pouvoirs entre les mains du président et met fin à un semblant d'indépendance judiciaire. Canada à présent, le pont Ambassador As, frontalier névralgique entre le Canada et les États-Unis, bloqué depuis 7 jours par des manifestants anti-mesures sanitaires, est rouvert à la circulation. L'annonce a été faite par la société exploitante. Images et son. Ils étaient les derniers sur place. La police canadienne a évacué ce dimanche la dizaine de manifestants occupant le pont Ambassador. Une expulsion qui met fin à un blocus de 6 jours et qui s'inscrivait dans le cadre du convoi de la liberté. Quelques jours plus tôt, le président Joe Biden avait demandé au Premier ministre canadien Justin Trudeau de faire intervenir les autorités pour mettre fin au blocage du pont, qui constitue le point de passage le plus fréquenté d'Amérique du Nord et où transitent 25% des marchandises commerciales échangées entre les États-Unis et le Canada. Une opération qui survient alors que la plus grande manifestation se poursuivait dans la capitale canadienne, Ottawa, où 4000 personnes sont descendues dans la rue. Ils protestaient contre les restrictions sanitaires, mais également contre la taxe carbone. Le maire de la ville affirmait avoir conclu un accord avec les manifestants qui devraient quitter les zones résidentielles dans les prochaines 24 heures. Cette mobilisation sur le pont et dans le pays a inspiré d'autres initiatives similaires dans le monde, notamment en France. Face à la menace d'une invasion russe imminente en Ukraine, certains pays comme les États-Unis, l'Allemagne, l'Italie ou la Grande-Bretagne appellent leurs citoyens à quitter le pays, alors que d'autres pays comme la France déconseillent seulement les voyages vers les zones frontalières du nord et de l'est de l'Ukraine. Images et son.
À l'aéroport de Kiev, des ressortissants étrangers prennent le chemin du départ. Face à la menace d'une invasion russe imminente en Ukraine, plusieurs pays comme les États-Unis, l'Allemagne, l'Italie ou la Grande-Bretagne appellent leurs citoyens à quitter le pays, alors que d'autres comme la France déconseillent seulement les voyages vers les zones frontalières du nord et de l'est de l'Ukraine. Je pars à cause de la situation actuelle, parce que je tiens à ma vie. Je pense que le choix le plus judicieux à faire est de quitter l'Ukraine maintenant, dit ce touriste marocain. Je pense qu'il ne va rien se passer, dit cet Américain qui vit en Ukraine. Mais malheureusement, personne ne peut lire dans les pensées de Poutine. En coulisses, la diplomatie poursuit ses efforts pour éviter la guerre. Le chancelier allemand Olaf Scholz doit se rendre ce lundi à Kiev, puis le lendemain à Moscou pour une rencontre avec Vladimir Poutine. Berlin prévient qu'en cas d'invasion russe en Ukraine, les sanctions seront immédiates. Il faut dire clairement qu'en cas d'agression militaire contre l'Ukraine, contre son intégrité territoriale et sa souveraineté, cela entraînera des réponses et des sanctions sévères que nous avons soigneusement préparées et que nous pouvons rendre effectives immédiatement avec nos alliés en Europe et de l'OTAN. À Berlin comme à Washington, on s'inquiète d'une invasion à tout moment alors que 130 000 soldats russes sont désormais massés le long de la frontière ukrainienne. De part et d'autre, les manœuvres se multiplient. Des soldats américains sont arrivés en renfort en Pologne, tandis que la Lituanie a envoyé de l'aide militaire à Kiev. C'est ici que prend fin cette édition de la mi-journée sur Speedline Télévision. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Portez-vous bien. Restez fidèles au programme de Speedline Télévision et retrouvez l'édition anglaise avec nos partenaires de la Deutsche Welle juste derrière moi.